Chapitre 2, les instruments du commerce international. Regardons d'abord les instruments juridiques principaux du commerce international. Les opérateurs du commerce international disposent d'instruments juridiques multiples que la créativité des juristes affirme et multiplie depuis des décennies. Les instruments principaux. On peut dire à ce sujet que rémunérés par des transferts inverses de monnaie, les opérations du commerce international visent à déplacer d'un territoire ordinairement national à un autre, ordinairement étranger, des valeurs que notre organisation juridique distingue en biens matériels ou intellectuels, en personnes ou ouvrages. Et parmi ces opérations, la plus commune, c'est la plus médiatique aussi, c'est la vente internationale de marchandises. La vente internationale de marchandises est, je dirais, l'activité principale, majeure des marchands dans le commerce international. Le droit matériel de la vente internationale résulte donc d'un ensemble important de textes complémentaires d'origines diverses. Et, comme je l'ai souligné en introduction, nous avons donc des textes, des lois étatiques, nous avons les conventions internationales, nous avons la lex mercatoria, nous avons les principes généraux du droit du commerce international qui interagissent sur la vente internationale des marchandises. Mais, dans le débat aujourd'hui, c'est essentiellement la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises, la CEVIM, qui constitue le texte de référence dans ce domaine. La CEVIM, donc la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises, est entrée en application le 1er janvier 1988. En adoptant les règles de la CEVIM, les États contractants ont consacré la coexistence de deux corps de règles parallèles concernant le droit de la vente. Il y a le droit de la vente interne, d'une part, et le droit de la vente internationale régi par la Convention. L'article 1er de la Convention prévoit qu'elle s'applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans des États différents. On retient bien que la Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents. Mais, il y a des points à préciser. Lorsque ces États sont des États contractants, c'est-à-dire ont ratifié la Convention. Deuxièmement, lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant. Dans la définition de la vente internationale, le critère unique de la CEVIM tient à la localisation des établissements d'acheteurs et de vendeurs dans des États différents. Ainsi, le critère du déplacement international des marchandises objet de contrat ou de la considération de la nationalité des parties reste indifférent. Le critère unique, c'est la localisation de l'acheteur et du vendeur dans des États différents ayant contracté la Convention, ayant ratifié la Convention, ou lorsque les règles de conflit des lois conduisent à l'application de lois d'un État. De la sorte, si une entreprise, par exemple, établie au Cameroun, vend
à une autre entreprise installée sur le même territoire des marchandises que la première détient à l'étranger, donc la localisation de la marchandise est à l'étranger, le contrat de vente relèvera du seul droit interne. Parce que souvenez-vous, le critère unique, c'est la localisation du vendeur et de l'acheteur sur deux territoires d'État différents. Cette présentation est cependant source de difficultés dont certaines ont été envisagées par les rédacteurs de la Convention. Ainsi, considérant l'hypothèse dans laquelle l'une des parties ignore le pays d'établissement de son contrat, parce que ce n'est pas de ça qu'on demande, la CEVIL prévoit qu'il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents, articles 1 et 2. Cette hypothèse concerne la vente conclue par le représentant de l'une des parties qui occulte la localisation de la personne représentée, le commissionnaire. En pareil cas, la convention sera inapplicable. De même, envisageons les cas fréquents où les parties possèdent plusieurs établissements. La CEVIL invite à prendre en considération l'établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, article 10, alinéa. Inversement, si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. C'est l'article 10, alinéa. On voit donc que l'application de la CEVIL est encore subordonnée au rattachement du contrat de vente internationale ainsi caractérisé à un État contracteur. C'est pourquoi l'article 1er de la Convention institue un mécanisme alternatif. La Convention s'appliquera lorsque les États différents sur lesquels sont établis vendeurs et acheteurs sont des États contracteurs ou lorsque les règles de conflit de loi désignent la compétence de la loi d'un État contracteur. La Convention s'applique bien évidemment en dehors de tout contentieux, même dans un essai de casuistique. Il convient de distinguer selon que l'autorité saisie en cas de conflit serait ou non le juge d'un État contractant, voire un arbitre. Le juge saisi sera fréquemment celui d'un État contractant dès lors que chacune des parties est établie sur un tel État. En pareil cas, le juge saisi doit appliquer la Convention indépendamment de tout mécanisme de conflit. Mais la CEVIL ne règle cependant pas toutes les questions suscitées par une vente internationale. Pour celles qui restent ignorées par la Convention, le juge devra alors appliquer la lex mercatoria, même si, par extraordinaire, il s'agissait de la loi d'un État non contractant. Ce qui peut arriver. Le juge saisi pourra également être celui d'un État non contractant, en raison notamment d'un privilège de juridiction d'une règle de compétence spéciale en matière contractuelle. Le juge saisi devra alors mettre en jeu sa propre règle de conflit de loi. Celle-ci peut désigner la compétence de la loi de l'État contractant. Il s'agira fréquemment de la loi du pays du vendeur ou de l'acheteur. En pareil cas, les règles de la CEVIL font partie intégrante du droit de l'État dont la compétence législative est reconnue. La Convention est donc naturellement applicable à la cause. La règle de conflit du fort peut également désigner la loi d'un État non contractant. Spécialement la loi du fort. En pareil cas, la Convention se révèle inapplicable à la cause, sauf volonté contraire exprimée des parties. En ce dernier cas, une difficile articulation des règles de la CEVIL et de la loi du contrat devrait être organisée. Le caractère supplétif de la CEVIL invite alors à ne faire jouer celle-ci qu'en l'absence de dispositions impératives de la loi du contrat. Les parties peuvent également retenir la compétence d'un arbitre. Une clause de lex iuris attribuant compétence à la loi d'un État contractant emportera application de la Convention. La clause qui attribuerait compétence à la loi d'un État non contractant et la mise à l'écart de la CEVIL est une proposition sur laquelle les parties devraient néanmoins expressément se prononcer afin d'éviter toute ambiguïté. En l'absence donc de la clause, l'arbitre recherchera le système juridique applicable au contrat, étant entendu que la compétence peu probable de la loi d'un État non contractant ne devrait pas ici nuire à l'application
de la CEVIL, pourvu que les parties s'y soient référées. Trois difficultés donc. Une réserve complique quelque peu l'application des règles précédentes. Trois difficultés. La première se trouve à l'article 92 de la Convention. Cet article 92 réserve aux États contractants la faculté de ne pas être liés par la deuxième ou troisième partie de la Convention, respectivement relative à la formation et aux effets du contrat. L'État qui fait cette réserve ne sera pas considéré comme étant contracteur au sens du paragraphe 1er de l'article 1er de la Convention, pour les matières de la CEVIL dont il devra refuser l'application. C'est le sens de l'alinéa 2 de l'article 93. Il y a aussi l'article 93. L'article 93 concerne les États comportant plusieurs unités territoriales, susceptibles de connaître des systèmes de droit différents. Lors de son adhésion, cet État contractant peut décider d'exclure du jeu de la CEVIL certaines unités territoriales. Dans ce cas, cette unité territoriale ne sera pas concernée par la Convention. Enfin, citons le cas de l'article 94. Cet article 94 réserve aux États contractants la faculté d'exclure le jeu de la Convention dès lors que deux ou plusieurs États appliquent les règles juridiques identiques aux voisines. Peu le plus, peu le moins. Ainsi, dans cette hypothèse, la Convention ne s'appliquera pas lorsque l'acheteur et le vendeur sont établis sur le territoire d'État contractant ayant convenu d'exclure le jeu de la CEVIL et dont les règles relatives à la formation et aux effets de la vente sont analogues. Néanmoins, il faut retenir ce point, la volonté affirmée des parties de soumettre leur accord à la CEVIL devrait pouvoir briser cette réserve. Par le biais des règles de conflit de loi, un second mode de rattachement du contrat de vente à un État contractant paraît subsidiaire au premier et suppose que les parties ne soient pas l'une et l'autre établies dans ces États contractants. Ainsi, lorsque l'une des parties, voire aucune, ne sera établie sur le territoire d'un État contractant, le juge saisi, et par application, ça règle le conflit de loi, retient la compétence de la loi d'un État contractant, devra faire l'application. Cette solution n'est pas surprenante en soi, dans la mesure où la CEVIL est intégrée dans le droit de chaque État contractant, dont elle constitue le droit commun de la vente internationale. La compétence, donc, de la loi de cet État emporte inéluctablement en application de la Convention. En réalité, cette règle souffre peu de reproches, dès lors qu'au moins l'une des parties contractantes est établie sur le territoire d'un État signataire de la Convention. Mais à l'inverse, dès lors qu'aucune des parties ne satisfait cette hypothèse, l'attente raisonnable de celle-ci risque d'être déçue par l'application au contrat d'une convention que n'ont pas ratifié les États d'origine du vendeur ou de l'acheteur. Vous voyez que cette dernière situation risque, heureusement, de se révéler fort rare, dans la mesure où elle suppose que la règle de conflit du fort désigne l'application de la loi d'un État contractant qui ne serait ni celle du vendeur ni l'acheteur, ce qui est assez exceptionnel. La CEVIL, selon son article 1er alinéa 1, s'applique au contrat de vente de marchandises. Les négociateurs de la Convention se sont attachés à résoudre les difficultés de qualification que suscite nombre d'opérations complexes, associant au transfert de propriété d'une chose, la fourniture de la main-d'œuvre ou la prestation de services. C'est pourquoi la Convention ne s'applique pas, par exemple, aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit la marchandise consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services. C'est-à-dire qu'il ne faut pas détourner la Convention. Si dans le contrat, la part prépondérante du contrat ne concerne pas la vente n'est que l'accessoire, mais que la part prépondérante concerne par exemple la main-d'œuvre ou la fourniture d'autres services qui n'ont rien à voir avec la vente, naturellement, la Convention ne sera pas applicable parce que ça reste d'être un détournement, la Convention. Pour donc distinguer vente et entreprise, la Convention
elle-même retient donc une simple application quantitative de la règle de l'accessoire. La règle de l'accessoire. L'utilisation d'un tel critère arithmétique et objectif a le mérite de toute façon de la simplicité, même s'il ne satisfait pas une certaine doctrine ou une certaine pratique arbitrale qui lui substituerait le critère psychologique en considérant que la volonté des parties est susceptible d'imprimer une obligation objectivement accessoire, un caractère principal dans l'opération. Oui, tout ça c'est un peu de la théorie, c'est un peu de la théorie, mais c'est parce que la solution objective que retient la CIVIM. La CIVIM, c'est pour mettre le curseur. S'il s'agit d'un contrat de vente, c'est la vente qui doit être prépondérante. Si la vente est accessoire, la CIVIM ne s'applique pas. Ainsi, peut-il en être dans les ventes d'équipements au service d'un transfert de technologie, etc. Donc, la doctrine essaie de moduler, mais ce n'est pas le plus important. La Convention prévoit encore certaines exclusions habituelles de son domaine. Par exemple, les ventes aux consommateurs ne sont pas concernées, les ventes aux enchères ne sont pas concernées, les ventes sur saisie ou par autorité de justice ne sont pas concernées. Toutes ces ventes sont exclues du jeu de la Convention. Je vous renvoie à l'article 2, alinéa A, B et C. Il en va de même des ventes de valeurs mobilières, des faits de commerce, monnaie, de navires, bateaux, aéroglisseurs, aéronefs ou d'électricité. Toutes ces ventes sont exclues de la CIVIM. Voilà les éléments à retenir. Et pour votre information, il est important pour vous de maîtriser la jurisprudence de la Convention. Vous verrez que dans le cadre de ce séminaire, je n'ai pas souhaité aller dans les détails de l'application jurisprudentielle de chaque dispositif de la Convention. Pourquoi? D'abord parce que cela prendrait beaucoup de temps, parce que article après article, il faudra faire la démonstration. Vous voyez, ça prendrait beaucoup de temps. Mais ensuite, cela rendrait d'ailleurs cette présentation ardue, anormalement longue et difficile à suivre. Je vous renvoie donc à un document majeur, capital, pour votre formation. Il s'agit du précis de jurisprudence de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Je vous conseille l'édition de 2016, la plus récente, l'édition de 2016. Ce document important, volumineux, parce qu'il s'agit quand même d'un document de 636 pages, je vous conseille quand même, vous permet de vous familiariser avec la pratique judiciaire relative à la mise en œuvre et à l'interprétation de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Vous trouverez dans ce document une abondante jurisprudence mondiale quasiment, qui vous donne un aperçu très concret de la façon dont la Convention est mise en œuvre. C'est pourquoi j'ai estimé utile, dans le cadre de cette présentation magistrale, de ne pas revenir sur chaque détail, parce que ce document, bien écrit, vous le téléchargez gratuitement sur le site de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. À la rubrique documents, vous le trouverez, le précis de la jurisprudence, 636 pages, densément rempli d'illustrations, des décisions, des sentences arbitrales, tout ce dont il est aujourd'hui important de connaître en matière de vente internationale de marchandises. Passons alors à notre deuxième source, les incoterms, que nous avons déjà évoqués. La Chambre de commerce international, Paris, a édité dès 1936 une série de termes commerciaux d'application universelle destinés à être insérés par les parties dans leurs accords commerciaux. Ainsi, les incoterms ont pour objet d'établir une série de règles internationales de caractère facultatif précisant l'interprétation des principales expressions utilisées dans les contrats de vente avec l'étranger. Les incoterms traitent essentiellement de la livraison des marchandises, du moment du transfert des risques, de la répartition des frais, de la charge des formalités douanières, les problèmes de transfert de propriété, les causes de rupture du contrat et ses conséquences comme les modalités de paiement ne sont pas concernées par les incoterms.
Il faut donc considérer les Incoterms comme des contrats types dont l'application exige nécessairement la référence expresse des parties, sinon la référence tacite par l'usage de l'un des termes dans le contrat. Dès lors que le domaine des Incoterms s'apparente pour large part à celui de la civile, les premiers auront naturellement vocation à primer sur les dispositions de la seconde pour autant que les parties s'y soient référées. Donc, dans un contrat, si les parties sont référées à l'Incoterm, l'Incoterm primera sur les dispositions de la civile. Chaque terme commercial fixe la division du rôle des parties et détermine le partage des coûts et des risques. 13 termes commerciaux définissent ainsi aujourd'hui autant de contrats types auxquels se fait automatiquement la mention de leur détection. Chacun reproduit à la charge des parties un noyau dur d'obligation, caractéristique du contrat de vente. Ainsi, le vendeur doit-il, en toute hypothèse, assurer la livraison des marchandises et l'acheteur en régler le prix. Mais au-delà des caractéristiques essentielles à la vente, la nature et l'étendue des obligations sont fort variables. Le document diffusé par la Chambre de commerce internationale en 2010 égrène 13 termes, 13 Incoterms. Cela va de la formule la plus légère, c'est-à-dire la vente à l'usine, jusqu'à la formule la plus lourde, la vente rendue du droit à quitter. Ces Incoterms constituent donc une innovation majeure. Allez sur le site de la Chambre de commerce internationale, vous allez télécharger le document sur les Incoterms avec un volumineux document qui explique pour chaque Incoterm comment on peut l'utiliser. Je ne veux donc pas ici rentrer dans les détails de la pratique des Incoterms. Je vous conseille fortement de vous documenter à ce sujet, c'est relativement facile et c'est pas pire. Ensuite, après les Incoterms, nous avons la question du transfert des biens intellectuels ou du savoir-faire. À la différence des biens matériels, dont la situation juridique dépend chaque fois de celle des biens préexistants, les biens intellectuels sont des créations dont la condition juridique n'est pas le simple développement d'une situation passée. C'est pourquoi les problèmes de leur réservation précédente précèdent alors ceux de leur commercialisation. Dès lors qu'ils ne peuvent plus les maîtriser par leurs propres moyens, de fait, le secret tout en premier, les titulaires des premières informations sollicitent le droit des instruments de leur réservation et de leur commercialisation. Nous sommes au cœur de la propriété intellectuelle. Et j'ai cité déjà les instruments juridiques. Je vous ai parlé, par exemple, d'accord sur les droits de propriété intellectuelle, la PIB. Je vous ai parlé de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je vous parlerai de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Allez sur les sites de l'OMPI et de l'OAPI, vous verrez tous les dispositifs juridiques permettant d'assurer de façon efficace le commerce international relatif aux droits de propriété intellectuelle. Je ne vais donc pas ici revenir sur cette faute de temps. J'en viens au transfert des personnels. Au début, j'ai évoqué déjà cette question de transfert de personnel. Parce que j'ai parlé du rôle de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les normes sociales, le travail décent. C'est pour dire que la question du transfert des personnels est une question importante dans le commerce international. Parce que l'effort d'internationalisation des entreprises dans le commerce international est associé à la mobilité de la force de travail. La mobilité de la force de travail qui finalement entraîne le développement des relations de travail affectées d'un élément d'externalité. Le juriste qui est saisi de ce type de questions réfléchira utilement à la condition juridique de l'opérateur étranger dans le pays d'accueil, c'est-à-dire le travailleur étranger dans le pays d'accueil, d'un investissement ou d'un établissement. Et il réfléchira encore dans un deuxième temps sur les règles juridiques qui gouvernent le travail international.
La condition juridique des travailleurs étrangers dépend essentiellement, et sous réserve des conventions internationales qui peuvent fixer des régimes spécifiques, cela dépend du seul droit du pays de séjour. C'est le droit du travail du pays qui régule. Mais il arrive qu'il y ait des exceptions, qu'il y ait des statuts particuliers, notamment lorsque les accords d'investissement ont eu à préparer l'arrivée des expatriés dans le pays. Quant au travail international, afin de résoudre les difficultés suscitées par la mobilité des travailleurs, deux procédés concurrents sont envisageables et pratiqués par l'économie. Un premier procédé consiste à appliquer les méthodes traditionnelles du droit international privées au contrat du travail, investi d'une dimension internationale. Donc, on va appliquer les règles de conflit de loi, les règles de conflit de loi quand il y a un litige. Un deuxième procédé consiste à rechercher un droit matériel du travail international, marqué soit par l'embauche internationale ou par le transfert international effectué à partir d'un contrat local. Ces questions trouveront leur solution dans les divers droits des États, dans le droit international privé et de façon complémentaire dans le droit international du travail qui va régir un certain nombre d'aspects relatifs au travail à l'international. Voilà les instruments principaux que nous avons présentés. Regardons alors les instruments complémentaires qui sont nécessaires. Donc il y a les instruments juridiques principaux que nous venons de citer. Maintenant, il y a d'autres instruments juridiques complémentaires qui méritent tout autant une attention. Ces instruments complémentaires sont également nombreux, je ne vais pas en dresser une liste exhaustive. Le vendeur CAF ou l'acheteur fort peuvent, et CAF fort ce sont des hélicoptères, peuvent en premier s'adresser à un commissionnaire de transport. Là nous sommes sur les questions. Donc ce sont des instruments complémentaires qui organisera l'opération. La complexité de cette dernière, l'augmentation des distances, la diversification des destinations, le groupage des marchandises, nous amène à imaginer des formules ingénieuses, souvent qui se caractérisent par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout. Oui. Donc, un tel instrument qui est distinct des contrats de transport classiques est assez spécifique au commerce international. Le contrat de commission n'est soumis à aucune formalité particulière. Le commettant a pour obligation de remettre une marchandise documentée, payer une commission, dont le paiement est garanti par le privilège du commissionnaire et de rembourser les frais avancés par son partenaire, avec recours fréquent à un compte courant. Le commissionnaire, quant à lui, a pour obligation de représenter le commettant, sans ordinairement le révéler dans l'organisation d'un transport pour lequel il prend des initiatives aujourd'hui de plus en plus larges. Si en effet, son obligation principale est de conclure des actes juridiques qui vont assurer le transport, il en a d'autres. Il en a d'autres en charge, comme des contrats de sous-commission, de transit, de dépôt, d'assurance. Il pourra même effectuer certains actes matériels comme une partie du déplacement de la marchandise. La responsabilité du commissionnaire est d'autant plus lourde que les pouvoirs accordés par conséquent la confiance établie sont forts. C'est de façon graduelle. La qualité d'obligation de résultat de ces engagements accuse sa charge indemnitaire en cas de dommages ressentis par le commettant. Il supporte également une responsabilité contractuelle du fait d'autrui dès lors que l'intervention du transporteur et d'autres opérateurs choisis par lui a préjudicié au commettant. Cet engagement est particulièrement fort puisqu'il est garant du fait du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, qui est par exemple le transporteur classe. Voilà les instruments complémentaires qu'on pourra ajouter. À côté donc de l'ensemble de ces instruments juridiques principaux et complémentaires, nous avons également adossé à tout ceci les instruments financiers du commerce international.
qui sont également régis par les règles de droit. C'est par convenance académique que nous les dénommons instruments financiers. L'opérateur qui souhaite intervenir à l'étranger est généralement animé par 4 types de préoccupations tenant au financement de son opération, à la sécurité du paiement, à la garantie de la bonne exécution de la prestation, voire à l'assurance de l'ensemble. Les instruments financiers du commerce international peuvent assurer le traitement de tel ou tel de ces aspects isolément considérés. Il y a des instruments financiers complexes, il y a des instruments financiers complexes et des instruments financiers élémentaires. Les instruments financiers sont certains élémentaires, d'autres sont plus complexes. Il existe plusieurs instruments juridiques sur lesquels il serait convenable que vous puissiez aller sur le site de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international et télécharger pour avoir une idée concrète de ce dont il s'agit. D'abord, je vous recommande de prendre la Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by. C'est la Convention de New York de 1995. La Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by. La Convention de New York de 1995. Je vous demande également d'avoir avec vous la Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux. C'est la Convention de New York de 1988. Donc ces deux conventions sont extrêmement importantes pour tout juriste qui souhaite connaître les instruments financiers du commerce international. Je rappelle la Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit, donc la Convention de 1995, et puis la Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux, donc la Convention de New York de 1988. À côté de ces deux conventions, nous avons également la loi type de 1992 sur les virements internationaux. Puis, il y a un document important d'explication, c'est le guide sur les transferts électroniques de fonds, le guide de 1987 sur les transferts électroniques de fonds, qui est très, très important. Donc, ces documents vous permettront de comprendre les outils qui sont utiles pour comprendre les instruments financiers internationaux. Mais comme les questions financières ont une connexion évidente avec les questions de solvabilité, on recherche dans le commerce international des partenaires crédibles et solvables qui peuvent payer ce que vous leur vendez. Alors il vous faut d'autres éléments. Il y a, par exemple, la loi type sur l'insolvabilité internationale et son guide. C'est un document très important qui vous permet de comprendre la problématique de l'insolvabilité internationale. Vous avez également le guide de 2009 sur la coopération en matière d'insolvabilité internationale. Donc c'est un document qui peut s'avérer utile dans le travail du juriste. Vous avez également d'autres documents sur le droit des sûretés à l'international. Et le document le plus important, c'est la Convention de New York de 2001. C'est la Convention sur la cession de créances dans le commerce international. La Convention des Nations Unies sur la cession des créances dans le commerce international, qui peut être utilement complétée par la loi type sur les sûretés mobilières de 2016. Cette loi type sur les sûretés mobilières de 2016 est expliquée par de nombreux guides. Vous avez le guide sur la mise en place du registre de sûreté réelle mobilière de 2013. Vous avez le guide sur les opérations garanties
supplément sur les sûretés réelles mobilières grèvant les propriétés intellectuelles de 2010. Et vous avez le guide sur les opérations garanties de 2007. Donc, avant d'aborder rapidement ces instruments financiers, il est souhaitable que vous puissiez disposer de la documentation appropriée pour travailler sur ces questions. Car ce qui est présenté ici et rapidement, c'est une introduction à la matière. Maintenant, il faut pouvoir approfondir ces questions, lire ces guides et ces instruments juridiques pour mieux se saisir la question. Alors, rapidement, on peut dire au sujet des instruments financiers élémentaires que certaines techniques répondent de manière isolée à des préoccupations de financement préalables à l'opération à réaliser. Ce sont généralement les techniques de paiement traditionnelles que nous connaissons, qui prennent un relief particulier dans le commerce international. D'abord, le financement de l'opération. Le crédit à court terme a pour objet de financer des besoins de trésorerie momentanée. La technique mise en œuvre consiste en un découvert mobilisable, l'exportateur pouvant souscrire un billet à or du banquier en représentation de l'avance consentie. On peut alors distinguer des crédits dits de préfinancement, des formules plus complexes de mobilisation de créances nées à l'étranger. Une place à part doit désormais être réservée donc, à ce que je venais de vous dire tout à l'heure, la Convention des Nations Unies du 12 décembre 2001 sur la cession des créances internationales. Cette convention est importante pour comprendre la question de la cession de créances. Un autre aspect, c'est le paiement de l'opération. Tout à l'heure, j'ai parlé de la convention. Les paiements s'effectuent ordinairement en espèces ou de façon exceptionnelle en nature. Les moyens techniques de paiement utilisés dans les relations purement internes deviennent rapidement inadaptés au monde du commerce international, parce qu'on est maintenant à l'étranger. Cela s'explique naturellement par la nécessité d'associer au paiement le crédit une certaine garantie. Ainsi en est-il de la technique de paiement du commerce international que constitue le crédit documentaire. Le contexte même du commerce international est propice à la redécouverte d'un mode de paiement millénaire. Ainsi en est-il du troc auquel auront recours les parties lorsque l'importateur ne disposera pas des devises nécessaires au paiement ainsi que les différentes formules de compensation. La pratique distingue souvent trois catégories de compensation: commerciale, industrielle ou financière. Enfin, les garanties de l'opération. En raison de l'éloignement des parties et du risque que génère cet éloignement, l'opération de commerce international est souvent accompagnée de systèmes de garantie. Il y a donc moins de paiements ordinaires, nous venons de l'évoquer, mais il y a également des instruments financiers complexes qui vont être utilisés pour pouvoir assurer les garanties de paiement. Par exemple, on utilisera la clause de réserve de propriété qui connaît un succès pratique important, même si son efficacité est subordonnée au droit qui lui est applicable. On peut également parler des garanties personnelles et financières qui ont la préférence des opérateurs du commerce international en raison de l'existence des réseaux bancaires internationaux. Donc, à côté des sûretés personnelles classiques comme le cautionnement, le droit du commerce international développe des techniques de garantie spécifiques. Des garanties spécifiques. C'est le cas, par exemple, de la garantie à première demande ou garantie indépendante, de la lettre de crédit stand-by ou la lettre de confort. Ce sont des garanties spécifiques au commerce international. C'est vrai que le cautionnement reste une technique fréquemment utilisée à l'exportation, en dépit du développement des garanties indépendantes. La caution de soumission garantit aux bénéficiaires du marché jusqu'au cas où elle remporterait l'appel d'offres, l'entreprise cautionnée respectera les obligations lui incombant au terme du cahier des charges. L'intervention de la caution apporte un premier service de présélection à l'auteur de l'appel d'offres, car, soucieuse de sa rentabilité, la banque sélectionnera les entreprises auxquelles elle accordera sa caution en fonction de leurs aptitudes à exécuter le marché soumissionné. Quant au contrat de garantie à première demande,
il apparaît comme la convention obligeant un garant à la requête irrévocable d'un donneur d'ordre à payer en qualité de débiteur principal sur simple demande et sans pouvoir opposer une quelconque exception ou réserve tenant au marché couvert une somme d'argent à un bénéficiaire désigné aux conditions de la lettre de garantie. Pratique originaire des États-Unis, la lettre de crédit stand-by est aujourd'hui un instrument financier du commerce international très largement utilisé. Cette lettre de crédit stand-by, c'est un engagement pris par une personne appelée émetteur, donc l'émetteur de la lettre. C'est en général une banque. De payer sur instruction d'un autre appelé donneur d'ordre une certaine somme d'argent contre remise par le bénéficiaire de documents conformes en apparence aux stipulations de la lettre de crédit. Les fonctions de la lettre de crédit stand-by sont multiples. C'est en même temps un instrument de garantie de paiement du prix d'une vente internationale, et dans ce sens, elle concurrence au crédit documentaire. C'est en même temps un instrument de garantie d'une obligation de fait qui s'apparente finalement à une garantie indépendante. Elle est parfois utilisée dans certains montages financiers complexes comme instrument de remboursement du capital ou des intérêts d'un emprunt obligataire. Parfois, on appelle des lettres de soutien, des lettres de patronat, des lettres de confort, qui sont aussi des documents par lesquels une société parraine une autre pour l'obtention d'un crédit ou la conclusion d'un accord. Toutefois, il faut le souligner, que les relations internationales conduisent bien souvent les acteurs à se méfier les uns des autres. Parce que l'éloignement, la méconnaissance pratique de l'autre partie, la complexité des droits étrangers, des cultures juridiques étrangères, instille dans l'esprit des acteurs toujours un sentiment de sécurité et de méfiance. Alors, on peut se dire que les instruments financiers élémentaires ne sont pas suffisants, que les garanties qu'offre le cautionnement, la lettre de crédit stand-by, etc., c'est pas suffisant. Il faut donc aller plus loin dans le montage financier qui permet de couvrir le paiement de l'opération du commerce international. D'où la nécessité, en droit du commerce international, de mettre en place des instruments financiers complexes. Ces instruments financiers complexes sont nombreux, mais nous ici nous limiterons à quelques-uns. D'abord, ce qu'on appelle les paiements documentaires. Les paiements documentaires. Les systèmes de paiement documentaire sont sans conteste les systèmes de paiement les plus utilisés dans le commerce international. Sous des formes variables, avec des garanties différentes, ils se caractérisent par la nécessaire remise de documents à l'occasion du paiement. En effet, l'opération de commerce international, spécialement la vente, donne lieu à la création de divers documents, qu'il s'agisse de la facture, des certificats de transport, des documents douaniers, des certificats de conformité des marchandises, parfois accompagnés des rapports d'experts, des certificats d'assurance et de tous les autres documents supplémentaires qui sont souvent requis par l'importateur ou les autorités administratives. Parfois certains certificats d'agréable. Donc, il y a plusieurs documents. La réunion de ces divers documents atteste de la bonne exécution des différentes étapes de l'opération commerciale. Alors, l'association du paiement à la remise par un exportateur permet de garantir à l'importateur que la livraison a été effectuée dans les règles et la marchandise est conforme à son acte. Dans le même temps, le retirement de la marchandise par l'acheteur supposera que celui-ci entre en possession des documents qu'il remettra au transitaire. Le vendeur, lui, est également assuré que son client ne disposera de la marchandise qu'après paiement. En pratique, donc, la remise de documents s'opère par l'intermédiaire d'une ou plusieurs banques dont le rôle est très variable. Il y a plusieurs hypothèses. On part de l'hypothèse de simple remise documentaire, qui caractérise autant de situations dans lesquelles la banque ne fournit aucune garantie personnelle à l'inverse du crédit documentaire. Donc, plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est la remise documentaire. La remise documentaire est une technique d'encaissement
par laquelle l'exportateur donne mandat à sa banque de remettre des documents à la banque de l'importateur, qui, à son tour, les présentera à l'acheteur, qui est son client. Si les documents sont conformes, ils seront retirés par l'importateur, donc auprès de sa banque, contre paiement comptant du montant de la marchandise, soit contre acceptation d'un paiement à terme sur les titres de paiement convenus, par exemple la lettre de change. Dans cette hypothèse, la banque ne prend aucun engagement bancaire en faveur de l'exportateur, mais simplement est tenue à délivrer les documents et à transmettre les titres de paiement qui lui sont éventuellement remis. Dans cette première hypothèse de la remise documentaire, il n'y a donc aucune garantie de la part de la banque qui serait liée au règlement. La banque, c'est comme un intermédiaire. L'exportateur remet les documents à sa banque remet les documents à la banque de l'acheteur, et l'acheteur retire les documents auprès de son banquier, soit en payant, l'argent sera donc transféré dans la banque du vendeur, soit en utilisant d'autres types de paiement comme les lettres de change, etc. Ça, c'est la première hypothèse. Une deuxième hypothèse, c'est la technique du crédit documentaire. La technique du crédit documentaire. De façon pratique, il s'agit d'un engagement écrit pris par le banquier de l'importateur et remis à l'exportateur, c'est-à-dire au vendeur, à la demande et conforme aux instructions de l'importateur pour opérer ou faire opérer un règlement, soit en effectuant un paiement, soit en négociant des effets de commerce dans un délai déterminé et sur présentation des documents prescrits. Vous voyez, dans cette deuxième hypothèse, il y a un engagement de la banque de l'acheteur. La banque de l'acheteur s'engage en disant que moi, en tant que banque, je m'engage à payer le vendeur si je reçois tel document. Et bien souvent, cet engagement peut aussi être pris auprès de la banque du vendeur. Donc le vendeur, lui, est rassuré par les banques qui lui disent si tu remets tel document relatif à l'opération commerciale, tu seras payé. Une fois que le vendeur aura remis ces documents, et si ces documents sont conformes aux stipulations contractuelles entre les deux parties, les banques payent à la charge de la banque de l'acheteur de faire affaire avec son client. Donc, le crédit documentaire, alors il peut y avoir un débat, je vous conseille d'approfondir cette question parce qu'il y a une forte technicité sur ce point, mais je vous donne là le schéma le plus simple, avec toutes les garanties que l'on peut avoir dans ce domaine. À côté donc des techniques documentaires, des paiements documentaires, nous avons également une autre technique complexe, c'est le crédit bail international. Le crédit bail international est une opération complexe. Dans le cadre de cette opération, un établissement financier, crédit bailleur, acquiert la propriété d'un bien qu'il loue à son client utilisateur, crédit preneur, pour une période irrévocable coïncidant avec la durée d'amortissement. À l'issue de cette période, celui-ci a la faculté d'acquérir la propriété du bien pour une valeur résiduelle, c'est-à-dire que le crédit preneur, il peut acquérir la propriété du bien pour une valeur résiduelle, puisque le bien est amorti, au titre d'une promesse unilatérale de vente consentie par le crédit bailleur. Il pourra encore renouveler son contrat de location pour un loyer modique ou restituer le bien d'équipement désormais obsolète. Donc le crédit bail satisfait tout à la fois le fournisseur-vendeur qui est payé, puisque le banquier, l'utilisateur, donc l'acheteur qui bénéficie d'une opération de crédit et de la propriété économique du bien. Enfin, le crédit bailleur dispose à titre de garantie de la propriété juridique du bien. Le crédit bail donc, peut être utilisé comme moyen de financement à l'exportation pour un vendeur-exportateur qui présente à son client acheteur-importateur étranger une société de crédit bail. Mais il faut savoir mettre cela en place. Troisième technique complexe, c'est l'affacturage.
La facturage ou le factoring, c'est une technique financière résultant de la convention par laquelle un établissement financier, qui est donc la société d'affacturage, ou encore appelé factor, qui est tenu de régler à son client appelé adhérent ou fournisseur certaines créances approuvées par celui-ci qu'il détient sur un client moyennant le transfert de la créance au facteur et le paiement de la commission à celui-ci. Ce paiement pourrait intervenir à l'échéance prévue dans le contrat commercial sous-jacent, voire de façon anticipée, auquel cas la facturage n'est plus un simple instrument de gestion, ni même une opération de financement, mais une véritable opération de crédit. En d'autres termes, l'exportateur confie au facteur la tenue de sa comptabilité et le recouvrement de ses créances. Le facteur, lui, sollicitera une société d'affacturage du pays de l'importateur, donc de l'acheteur, pour connaître la solvabilité de celui-ci. Mais cette société restera étrangère au rapport d'obligation, même si parfois elle sera mandatée par le facteur de l'exploiteur pour procéder au recouvrement. Donc, voilà les diverses techniques qui sont utilisées dans le commerce international pour obtenir le paiement. J'insiste pour que vous puissiez télécharger tous les documents juridiques que j'ai indiqués qui sont sur le site de la Commission du droit international pour pouvoir, la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, pour pouvoir mieux asseoir votre compréhension des instruments financiers du commerce international. Après donc l'examen du premier chapitre sur l'organisation du commerce international au travers des différentes institutions, donc c'est le droit institutionnel, après cet examen des instruments juridiques et financiers du commerce international, nous abordons maintenant le chapitre 3 sur les contraintes du commerce international. Ces contraintes sont multiples, sont nombreuses, et il est très important d'avoir une idée précise de ces contraintes. Ces contraintes, elles sont juridiques, elles sont économiques, financières et fiscales, et elles pèsent sur l'opération du commerce international. Alors, examinons d'abord les contraintes économiques, financières et fiscales. Toute opération du commerce international est soumise à des contraintes économiques, financières et fiscales. D'abord sur le plan fiscal. Si les avantages liés à la fiscalité indirecte peuvent apparaître comme des équivalents de subventions à l'activité internationale de l'entreprise, et rappelez-vous que les subventions sont interdites, la fiscalité directe développe diverses contraintes dont la prise en compte est un souci majeur pour les constructeurs d'opérations du commerce international. Il y a donc deux situations. Soit il existe une convention fiscale sur laquelle est adossée l'opération, soit il n'y a pas de convention fiscale. Voilà les deux hypothèses. Première hypothèse, l'absence d'une convention fiscale. Dans ce cas, il en résulte de nombreuses lois fiscales que les résultats d'opérations effectuées par les sociétés entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés si ceux-ci sont réalisés dans les entreprises exploitées sur le territoire national. Donc il y a une complexité, sinon il n'y a pas de convention fiscale. On peut soulever trois observations rapidement. En raison de la généralité des termes utilisés souvent par les législateurs, le principe applicable aussi bien aux sociétés qui effectuent des opérations à l'étranger qu'aux sociétés étrangères qui effectuent des opérations sur le territoire. L'impôt, la question de l'impôt sur la société se pose. Est-ce que c'est parce que certains pays ont un impôt mondialisé? D'autres non. Et c'est là toute la question. C'est une question aujourd'hui complexe qui entraîne des débats sur la fraude fiscale, sur l'évasion fiscale. Certains pays ont fait le choix de mondialiser l'impôt
C'est-à-dire que vous déclarez d'abord toute votre activité, puis fiscalement vous déduirez les impôts et taxes que vous avez payés à l'étranger. Mais vous devez tout déclarer. D'autres ne tiennent compte que des activités réalisées sur le territoire national, qui seront fiscalisées. Donc, je dirais qu'il faut regarder le rattachement fiscal de l'opération commerciale, mais également regarder le droit applicable à la société. Donc, c'est au cas par cas que ces questions peuvent être réglées. Ensuite, il y a l'hypothèse de la présence d'une convention fiscale internationale. Alors là, ça a l'avantage de clarifier la situation, puisque la convention fiscale a pour objectif d'éviter les doubles impositions qui peuvent résulter dans les opérations internationales d'application conjointe de la législation fiscale du pays du vendeur et de celle du pays de l'acheteur. Le but de la convention, c'est de régler, de savoir qu'est-ce qu'on paye ici, qu'est-ce qu'on paye là. Et là, c'est une situation qui est assez simple. Il faut donc expertiser la convention fiscale et voir exactement qu'est-ce qui est prévu sur l'aspect fiscal. À côté donc de cette contrainte fiscale, il y a des contraintes économiques et monétaires. Alors, il y a plusieurs contraintes économiques et monétaires, mais je veux ici insister simplement sur le risque de change et sur le risque économique qu'il y a sur toute frontière. D'abord, le risque de change. Le risque de change est un risque important dans le commerce international. La gestion du risque de change est un impératif donc pour l'entreprise opératrice du commerce international. La gestion de ce risque sollicite moins les juristes que les financiers, qui rivalisent d'ailleurs aujourd'hui d'imagination pour mettre au point de nouveaux produits, instruments de trésorerie, les swaps, les options sur intérêt, etc., dont l'analyse juridique commence à se développer rapidement. La gestion donc, du risque de transaction entraîne diverses pratiques allant de la prévention à l'imputation du risque. Alors rapidement, on peut prévenir le risque de change. La prévention donc, de ce risque de change résulte souvent de la suppression de l'instrument monétaire dans l'opération du commerce international. On va utiliser, pour éviter les fluctuations monétaires, on utilise les accords de compensation, par exemple, ou bien les accords de contre-achat, etc. C'est possible, surtout quand on traite avec des pays dont la monnaie n'est pas sûre. Les importateurs et les exportateurs peuvent également contacter un emprunt à l'étranger en devise dans laquelle ils auront à intervenir. Alors, la gestion, dans ce cas, des délais de paiement, qui peut revêtir plusieurs aspects, reste encore une modalité traditionnelle de prévention du risque de change. Soit que le paiement s'opère au comptant, pour éviter les problèmes, soit que le délai soit allongé ou réduit en fonction de la conjoncture. Mais le contrat reste, ici comme ailleurs, un instrument de prévention des risques par l'insertion des clauses dites de variation de change pour la rédaction desquelles le juriste alors succède au financier. Comment dans le contrat prévenir le risque de change? Évidemment, il y a plusieurs clauses que vous trouverez dans les documents appropriés. Il s'agit pour les parties d'anticiper les fluctuations monétaires. On va introduire certaines clauses dans le contrat. Ce qu'on appelle par exemple la clause de franchise de variation. C'est une clause contractuelle. On va dire dans le contrat que les variations inférieures à plus ou moins 5% du cours de change au jour de l'échéance du prix par rapport au jour de la signature du présent contrat ne seront pas répercutées sur le prix. Donc, on essaie de stabiliser le prix. Les parties peuvent, à l'inverse, limiter la prise en compte des fluctuations de change par ce qu'on appelle une clause de plafonnement de variation. On va dire, par exemple, dans le contrat, que le prix dû par l'acheteur ne saurait s'accroître ou s'alléger de plus de 10% en cas de variation du cours de change entre le jour de naissance et d'exécution de la dette du prix. Parfois, on utilise des clauses multidevises, ce qu'on appelle le panier de devises, mais c'est un peu rare et parfois plus difficile. Quant à l'imputation du risque de change, l'imputation du risque de change peut être recherchée auprès des tiers, voire auprès de l'autre partie. L'imputation du risque de change auprès d'un tiers appelle le recours à des techniques traditionnelles. En effet,
Le risque de change reste un risque commun susceptible d'être couvert par l'assurance. Par ailleurs, la facturage et le forfaitage sont des instruments financiers du commerce international qui réduisent aussi ou suppriment tout risque lié au change. Il y a également des clauses de garantie de change proprement dites qui garantissent le paiement par le débiteur au créancier de toute partie de la perte de change que ce dernier pourrait subir. En ce qui concerne le deuxième aspect, la frontière économique. La frontière économique, c'est le fait que la marchandise, par exemple, les services, les biens traversent la frontière économique. Alors, il y a la traditionnelle question juridique de les règles du passage à la frontière, les règles de passage à la frontière qui sont organisées, les questions de police, les questions de douane, qui impliquent parfois des coûts importants, donc ces questions doivent être réglées. Il y a aussi la question des mouvements de fonds, c'est-à-dire les relations financières transfrontalières. L'argent passe d'un pays à un autre, donc parfois il y a des réglementations en matière de change, il y a des réglementations en matière d'investissement. Il est important de regarder que prévoit par exemple la réglementation en matière de change du pays dans lequel les fonds vont aller, ou bien que prévoit le code des investissements dans le pays. Donc ce sont des obstacles économiques qui sont réglés par diverses législations. Il faut regarder concrètement au cas par cas comment traiter ces situations. À côté donc de ces contraintes fiscales, économiques et financières, il y a des contraintes juridiques stricto sensu. Ces contraintes se rangent dans deux groupes. Nous avons d'une part les contraintes normatives et d'autre part les contraintes juridictionnelles. En ce qui concerne les contraintes normatives, c'est le pouvoir régalien de l'État que d'énoncer la règle sur son territoire. C'est sa souveraineté. Alors je renvoie simplement aux sources matérielles que j'ai indiquées au début. Lorsqu'il n'y a pas de droit conventionnel prévu, l'absence d'un droit supranational, international ou communautaire, s'il n'y en a pas, on regardera, est-ce que ce n'est pas le droit national, et l'un des États qui s'applique, est-ce que ce n'est pas la lex mercatoria, etc. Mais si ce droit supranational, international ou communautaire existe, on devra s'y référer. À défaut également du droit national, est-ce qu'il ne faut pas regarder ce que dit la lex mercatoria, que nous avons déjà évoquée? On pourra s'interroger sur la pertinence de cette lex mercatoria. Quelle est sa place, quelle est sa pertinence par rapport à cette opération? Donc, les sources ici normatives sont celles que nous avons déjà évoquées au début de ce séminaire. À côté donc de ces éléments normatifs qui posent parfois la question du conflit de loi sur une opération commerciale internationale, nous avons les contraintes juridictionnelles. Et là, pour les contraintes juridictionnelles, il est très important, pour améliorer la connaissance que vous pouvez avoir de ces questions de résolution de litiges en matière de commerce international, de disposer d'outils pertinents, qui me semble-t-il sont des outils fondamentaux pour tout juriste d'affaires internationales. Car il s'agit d'une matière complexe. C'est la question traditionnelle. Comment régler les litiges en matière commerciale? Il y a en matière commerciale internationale l'attractivité de l'arbitrage qui est là, c'est incontestable. Mais il faut avoir des outils pour y travailler. En termes de convention, je vous demande déjà, il y a 3 principales conventions qu'il faut avoir. Premièrement, la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation. C'est un projet de convention qui va s'appliquer ici. Il y a la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondés sur les traités. C'est la Convention de New York de 2014, qui est aussi souvent dans le jargon appelée la Convention de Maurice sur la transparence, parce que ça a commencé à l'émouvoir. Ensuite, troisième instrument, il y a la Convention
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. C'est une convention importante puisqu'il s'agit, une fois que la décision est prise par le tribunal arbitral, il faut bien l'exécuter. Et cette convention régit ces aspects d'exécution des sentences arbitrales étrangères. Il y a de nombreux guides que vous pourrez utiliser. Déjà, il y a un guide sur l'exécution des sentences étrangères que vous pourrez utiliser. Il y a également, toujours sur le règlement des litiges, le règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondés sur les traités. Donc il y a la Convention et il y a le règlement sur cette question. Donc c'est deux textes différents. Ensuite, il y a le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit du commerce international. Et il y a aussi enfin le règlement de conciliation qui date de 1980 de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. Donc, je dirais qu'il vous faut cette documentation pour approfondir la question des contraintes juridictionnelles. Ces contraintes sont nombreuses et variées. Elles se déclinent en plusieurs points sur lesquels nous n'allons pas nécessairement nous attarder, puisque certaines questions sont examinées dans le séminaire de contentieux international et je vous recommande fortement d'aller chercher l'information dans cette vidéo. Il y a d'abord le juge désigné. Le juge désigné, c'est celui qui va rendre donc la justice. Mais désigné par qui? Désigné par qui? Bien souvent, il est désigné par le droit qui régit le contrat. Il est désigné parce que les règles de droit commun auront vocation à s'appliquer pour autant que le juge considéré ne relèvera pas du domaine d'application du contrat international. Les problèmes techniques alors posés concernent essentiellement la désignation du juge compétent au terme du conflit de juridiction que provoque l'internationalisation du conflit reflet l'internationalité du rapport commercial, puis la procédure applicable et enfin l'effet à reconnaître le jugement qui la clôt. Il y a le juge choisi par les parties elles-mêmes, parce que le droit que les parties ont choisi peut amener à un juge donné. Enfin, il y a l'arbitre préféré. Je dis tout à l'heure que dans les opérations de commerce international, il y a une préférence pour l'arbitrage. D'abord parce qu'on estime que les procédures judiciaires internes sont longues, coûteuses et peu confidentielles. Puis, parce qu'on estime qu'on n'est pas toujours à l'abri d'une surprise de la main de l'État dans le règlement d'un litige. Et donc, au vu de tout ça, il y a une forme d'éviction de l'intervention du juge. Et il y a cette attractivité de l'arbitrage. Parce qu'on estime qu'on peut faire confiance à l'arbitre, compte tenu de la discrétion, de sa spécialisation sur la question, c'est important, parce que le juge de l'État n'est pas forcément spécialiste du droit du commerce international. Si vous devez saisir le juge du tribunal de grande instance, c'est le même juge qui juge peut-être certainement les affaires de famille, qui juge les affaires de X, Y, etc., et qui parfois, par à coup, se retrouve avec un dossier complexe de commerce international. Et parfois, une autre question, la langue. Certains documents sont rédigés dans une langue que le juge national ne comprend pas. Le choix de l'arbitre est important parce que souvent, l'arbitre est un spécialiste qui a parfois des aptitudes linguistiques éprouvées. Et donc, il comprend les deux parties. Ensuite, il y a une forme de dédramatisation en choisissant l'arbitre. Voilà donc les contraintes juridiques que recèlent les opérations du commerce international. Ce chapitre a été un moment pour vous rappeler qu'il existe des documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer, conduire un travail de juriste d'affaires international. Ces documents sont disponibles, il vous les faut parce qu'il n'était pas possible dans l'ex-présentation magistrale du séminaire d'aller dans le fond de chaque document ou surtout, je rappelle, de revenir de façon casuistique sur chaque
élément. C'est pour ça que j'ai insisté pour que vous ayez le précis de jurisprudence de la Commission des Nations Unies du droit du commerce international. Alors, en conclusion, que peut-on retenir de cette problématique du droit du commerce international? La connaissance appropriée du droit du commerce international est un moyen et une garantie, certainement, pour une bonne internationalisation des affaires. Parce que vous connaissez les règles, parce que vous maîtrisez les procédures, parce que vous connaissez les usages, parce que vous connaissez les conventions internationales, vous avez donc la possibilité d'aller au-delà de vos frontières nationales, de franchir le carcan des frontières nationales et surtout de ne pas être absorbé par les différents pièges que constituent les disparités des législations internes. C'est aussi une manière de contribuer à une pacification des relations économiques internationales. N'oubliez jamais que la négociation internationale, la négociation commerciale internationale est semée d'écueils qu'il faut savoir identifier et contre lesquels il convient de se prémunir en étant le plus prévoyant possible. C'est pourquoi ma principale recommandation réside naturellement dans l'exercice du choix de la loi applicable au contrat et de la juridiction compétente pour connaître son application. Il est vrai que ces deux éléments préfigurent l'ensemble des précautions à prendre pour organiser une parfaite sécurité juridique. Et Dieu seul sait, dans cette matière, plus que dans toute autre, prudence est toujours mère de sûreté. Il vous faut donc, au-delà des questions techniques, des prix, etc., souvent qui reviennent, le juriste qui accompagne l'opérateur du commerce international devra concentrer son attention sur la prévention des litiges. Si demain il y a un litige, quel sera le droit applicable? Il faut que cette question soit clarifiée. Ensuite, quel sera le juge du litige? Un juge national, un arbitre, mais parfois ce n'est pas automatique, tout dépend de ce qui est écrit. Tout ce qui est dans le contrat se révélera décisif lorsque naîtra un litige. Et dans le commerce international, les litiges sont courants, les litiges sont nombreux. Les questions d'insolvabilité refont surface quasiment à chaque étape de l'opération. Donc il est prudent là aussi de prendre toutes les garanties nécessaires pour que le paiement de l'opération soit garanti et assuré et que votre client, que vous conseillez, ne puisse pas vivre des drames parce qu'il vous aura fait confiance et qu'en juriste, vous n'aurez pas assuré la mission première. Et vous revient la mission de conseil, de dire attention, sur tel plan, votre opération n'a pas suffisamment de sécurité juridique. Que votre opération est assise sur un droit qui est dangereux ou qui n'est pas en votre faveur et qu'il est prudent d'améliorer le droit applicable et d'améliorer la question de la juridiction compétente. Car l'homme d'affaires, souvent bien précis, ne mesure pas les conséquences du droit applicable et de la juridiction compétente parce qu'il ne pense pas au litige. Or, le litige, lui, il est inhérent à toute opération de commerce international. Je termine donc en vous réitérant la recommandation d'aller sur le site de l'Organisation mondiale du commerce pour vous familiariser avec la procédure de l'ORD, d'aller sur le site de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international pour en extraire les principaux documents juridiques qui vous seront utiles indépendamment des instruments juridiques familiers, étatiques et interétatiques que vous connaissez de façon traditionnelle. Je vous remercie donc pour votre aimable attention et vous souhaite meilleur dans l'approfondissement du droit du commerce international. Je vous remercie.